Bonjour, chose promise, chose due, et nouvelle chronique aujourd'hui où l'on poursuit avec la vague 3 et la guerre des clones, et plus précisément avec la nouvelle faction des séparatistes. Après avoir traité dans une précédente vidéo des extensions serviteurs de la lutte et chasseurs droïdes de classe Vulture, je me penche aujourd'hui sur la troisième extension initiale séparatiste, bien différente puisque l'infiltrateur site est un gros socle et, comme son nom l'indique, une plateforme toute désignée pour embarquer des utilisateurs de la force. Ceci étant, ce n'est là qu'un aspect d'un vaisseau qui a plus d'un tour dans son vilain sac, un gros socle mais très manœuvrable et qui emporte des engins, éventuellement des canons et des torpilles, mais aussi des équipages, et ça pour l'heure c'est le seul vaisseau séparatiste à pouvoir le faire, outre les tout nouveaux relais tactiques qui vont bien avec les nuées de Vultures, ce genre de choses. Commençons comme d'hab par la figurine, et pour une fois je suis plutôt déçu, par la peinture en fait. Parce que pour ce qui est de la sculpture, je suppose que c'est du bon boulot, avec entre autres ce petit plus consistant à rendre mobiles les ailerons de l'infiltrateur site. Sur ces photos, je ne vous présente que deux variations possibles, mais il y en a d'autres, hein. Les ailerons notamment peuvent s'ouvrir bien davantage que ce que je vous montre ici. Oui, à ce compte-là, c'est irréprochable. Mais la peinture, non, cette fois je ne suis pas fan. Cette fois parce que jusqu'à présent j'appréciais tout spécialement le travail accompli depuis le lancement de la V2 avec mention en ce qui concernait les vaisseaux inédits qu'étaient le Faucon Millennium de Lando et le taille de la guilde minière. Cependant, cette extension, et dans une moindre mesure les deux autres associés au lancement de la faction séparatiste, m'ont nettement moins convaincu. Et si je m'accommode de ce qui a été fait pour les chasseurs droïdes de classe Vulture sous deux formes et pour le chasseur Belbelab 22, je suis clairement déçu pour ce qui est de l'infiltrateur site. J'ai vraiment l'impression d'un travail bâclé qui bave un peu, tout particulièrement le rouge du cockpit, et tout cela est au mieux terne. C'en est au point en fait où, nonobstant la sculpture et mon envie de jouer le vaisseau de toute façon, eh bien je le trouve assez moche en l'état. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts et j'ai été traumatisé à vie par ma tentative adolescente de peindre un Space Marine, mais clairement si je devais repeindre une figurine de X-Wing, ça serait celle-là et ça m'emmerde quand même un peu. J'avoue par ailleurs ne pas bien comprendre le choix de ces couleurs précisément, ce gris-bleu assez clair avec du blanc passé au rouleau et un peu de rouge pour le cockpit, ce qui donne à l'ensemble un côté lumineux assez déconcertant, surtout dans la mesure où l'infiltrateur site, eh bien est site, avec de bonnes chances pour qu'il s'agisse du scimitar confié par Palpatine himself à ses agents d'élite pour accomplir des missions spéciales, comme on l'a vu dans la menace fantôme avec Maul ou encore dans Lando le casse du siècle plus récemment avec O66. En fait, toutes les cartes de cette extension qui représentent l'infiltrateur site le font selon les couleurs, bon, la couleur du scimitar, c'est-à-dire un noir impénétrable associé au caractère furtif et foncièrement maléfique de ce vaisseau. Une figurine presque uniquement noire, gardons le rouge pour le cockpit, mais qui baverait moins, comme un silencer, mettons, aurait probablement été bien plus jolie, bien plus pertinente aussi, et cela aurait probablement demandé moins de travail. Enfin, je dis ça, je ne sais pas peindre des ficouses, hein. Parce que ce vaisseau est classe, il doit l'être, il doit faire peur aussi quand on se rend compte bien trop tard de sa présence, hein. Il doit faire peur parce qu'il est dangereux et impitoyable, pas parce qu'il a été peint à la truelle. Oui, un sacré regret pour le coup, et en gros une première me concernant dans toute la gamme de X-Wing, ce qui tombe mal quand même. Bon, mettons de côté cette petite déconvenue et penchons-nous sur le vaisseau en termes plus ludiques. Et comme avancé plus haut, il a beaucoup de choses à offrir, parfois surprenantes. Commençons par les statistiques du vaisseau. Avec une attaque de 3 dans l'arc avant, une défense de 1, 6 points de coque et 4 boucliers, nous avons là un gros socle qui joue en gros dans la catégorie du Faucon Millennium. En outre, deux des quatre pilotes de l'infiltrateur site, le Count Dooku et Dark Maul, sont des utilisateurs de la Force avec une réserve de 3 points, ce qui jusqu'à présent était l'apanage du seul Dark Vador. La vague 3 change radicalement la donne à cet égard, aussi bien avec les sites de la présente extension qu'avec les plus capés des Jedi de la République, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi et, of course, Anakin Skywalker, à bord de leur Aether Sprite Delta 7. On apprécie le côté sac à PV de l'infiltrateur, mais il faut prendre en compte deux choses. D'une part, l'infiltrateur site a certes une attaque de 3, mais seulement dans l'arc avant, là où la plupart des vaisseaux de ce format ont désormais soit une tourelle d'armes principale, cas le plus courant, et double le cas échéant, soit un arc de tir arrière. À cet égard, l'infiltrateur a quelque chose qui peut rappeler la navette de commandement de classe Upsilon, mais la comparaison atteint vite ses limites. La navette du premier ordre tape plus lourd avec 4 dés rouges, mais elle est beaucoup moins manœuvrable, et ne peut plus faire grand chose quand un ennemi parvient à passer dans son dos, là où l'infiltrateur dispose d'assez nombreuses options pour s'en tirer sans trop transpirer, et même pour faire payer l'impudent. Du coup, cette faille apparente n'est probablement pas si problématique qu'elle n'en a l'air.
D'autre part, la défense de 1 de l'infiltrateur, si elle peut se montrer ennuyeuse, notamment parce que le vaisseau ne dispose pas des actions ni d'évasion ni de renforcement, n'est là encore peut-être pas aussi pénalisante qu'il n'y paraît de prime abord. En effet, d'une part, 2 des 4 pilotes du vaisseau sont donc des utilisateurs de la force très compétents, ce qui pourrait permettre de contourner ces difficultés, et d'autre part, il faut prendre en compte qu'avec le titre Scimitar, voyez plus loin, l'infiltrateur peut s'occulter, ce qui fait passer sa défense à 3. En définitive, même s'il faut soulever ces problèmes éventuels, les statistiques de l'infiltrateur Sith s'avèrent plus que décentes, et même bonnes. La barre d'action de l'infiltrateur à première vue est assez pauvre, même si là encore il y a moyen d'en tirer un meilleur parti avec au moins une amélioration spécifique qui change assez radicalement la donne. Reste qu'à la base nous n'avons que 3 actions, 2 blanches qui sont concentration et acquisition de cibles, et une rouge qui est tonneau. Et les gros socles qui font des tonneaux, il n'y en a pas 36 000. Sauf erreur, ça n'était jusqu'alors le cas que du cargo léger YT 2400 Rebelle et du Jumpmaster 5000 Rakai. Cela dit, l'économie d'action de l'infiltrateur Sith, en l'état, est tout de même au mieux médiocre. Mais il faut noter 2 voire 3 choses. D'une part, l'un des 4 pilotes de l'infiltrateur Sith, O66, est un droïde. Dès lors, dans sa barre d'action, la concentration est logiquement remplacée par le calcul, ce qui, dans la faction des séparatistes, peut constituer un atout, en jouant sur les nuées de droid vultures et leurs calculs en réseau, ainsi qu'avec les relais tactiques associés à ce style de jeu. Je continue de penser que les pilotes utilisateurs de la force sont plus pertinents car plus puissants, mais c'est assurément une option à prendre en compte. D'autre part, cette barre d'action peut être allègrement chamboulée de manière très simple, en donnant au vaisseau son titre de scimitar. Dès lors, entre autres effets très appréciables et liés, le vaisseau gagne 2 nouvelles actions, une de brouillage qui est blanche et une d'occultation qui est rouge. Et là encore, mais en fait, plus encore, un gros socle qui s'occulte, ça n'est pas tous les jours. À ce stade, cette amélioration paraît indispensable. La meilleure raison de ne pas s'en équiper serait de ne pas pouvoir le faire parce que vous jouez une liste à 2 voire 3 infiltrateurs et qu'un seul d'entre eux peut s'équiper de cette carte limitée. Et si l'un d'entre eux doit s'en équiper, ce sera de préférence le compte de coups qui fonctionne vraiment très bien avec. Enfin, les maniaques noteront que cette extension offre encore une autre manière d'améliorer la barre d'action de l'infiltrateur Sith, consistant à embarquer le chancelier Palpatine ou Dark Sidious, qui ne lui est pas réservé, il est également jouable dans la faction de la République. Sous ces 2 aspects, il offre au vaisseau qui l'emporte, entre autres bienfaits appréciables, une action de coordination violette, un concept qui intègre le jeu avec cette vague 3, et qui signifie simplement que cette action requiert la dépense d'un marqueur de force qu'il fournit lui-même le cas échéant. Et tout ça change la donne, hein. Passons au cadran de manœuvre, et là, nulle ambiguïté, il est très bon, tout spécialement pour un gros vaisseau dans son genre. Il comprend en tout 19 manœuvres possibles allant de la vitesse 1 à la vitesse 5, et les gros socles avec des manœuvres à vitesse 5 ne sont pas très courants. En fait, jusqu'à présent, seul l'appareil de poursuite de classe Lancer chez les Rakai et Scélera en était capable. L'infiltrateur est globalement un vaisseau rapide, oui, surtout pour ce format, même s'il faudra revenir sur ce qu'implique l'unique, en fait, manœuvre à vitesse 5 de ce cadran. 7 de ces manœuvres, c'est beaucoup, sont bleues, tout droit aux vitesses 1 à 3, et virage sur l'aile aux vitesses 1 et 2. Intéressant tout ça, ce gros machin devrait pouvoir évacuer son stress assez facilement, éventuellement celui acquis avec les actions rouges de tonneau ou d'occultation d'ailleurs. Après quoi nous avons 7 aussi, manœuvre blanche, tout droit à vitesse 4, virage sur l'aile à vitesse 3, et virage serré à vitesse 2 et 3, ce qui est bien. Ce gros vaisseau peut tourner sans difficulté, il n'est pas infernal à cet égard comme, mettons, une navette de commandement de classe Upsilon ou un TIE Reaper pour citer des vaisseaux que j'ai joués à plusieurs reprises. Enfin, il y a 5 manœuvres rouges. Outre les virages serrés à vitesse 1, pas excessivement problématique, le vaisseau disposant d'autres options pour pivoter, il s'agit de 3 manœuvres de retournement, à savoir des boucles de Segner à vitesse 2 et un virage Koyogran à vitesse 5, qui est donc, oui, la seule manœuvre à vitesse 5 du vaisseau. Ça me paraît très chouette, mais à manipuler avec précaution. Des gros socles qui couvrent une distance pareille, c'est rare, et gare à ne pas le faire dégager du tapis de jeu parce que la distance considérable parcourue a été mal appréciée. Mais oui, globalement, c'est un très bon cadran de manœuvre, bien meilleur que celui de la plupart des gros socles en fait. Il évoque probablement davantage de ces socles moyens racailles les plus agiles comme le Fire Spray ou surtout le chasseur d'assaut agresseur. Maintenant que les aspects fixes de ce vaisseau ont été traités, nous pouvons passer aux éléments susceptibles d'ajustement périodique, à savoir les coûts et les emplacements d'amélioration. Pour ce qui est des coûts, nous avons 4 pilotes qui s'échelonnent entre 53 et 65 points d'escadron, ce qui est plus que raisonnable pour un vaisseau de ce type, qui pourrait donc tourner très bien à quelque chose comme un tiers de liste en moyenne, voire un chouïa moins.
On relèvera que le fait que les deux pilotes les plus onéreux soient des utilisateurs de la force, et du genre balèze avec leur réserve à 3 points, ne se traduit pas par une augmentation vraiment significative des coûts, ou disons pas tant que cela, en comparaison avec ce que nous avions parfois connu jusque-là dans les 5 premières factions. Il faut cependant noter une dernière chose à cet égard, qui est que l'infiltrateur site globalement pâtit du même souci que les autres vaisseaux séparatistes, une initiative moyenne très basse. Cependant, ce gros socle est en fait, à l'heure actuelle, le seul vaisseau séparatiste à disposer d'un pilote avec une initiative supérieure à 4, et c'est Dark Maul, initiative 5. Un point qui pourrait s'avérer essentiel dans la construction de liste. Pour ce qui est des emplacements d'amélioration, tous les pilotes à ce jour disposent de 2 emplacements d'équipage, ce qui est cool. L'infiltrateur site est bien sûr pour l'heure le seul vaisseau séparatiste à pouvoir embarquer des équipages, et d'un emplacement d'engin, ce qui peut être intéressant avec les droïdes sondes que nous envisagerons plus loin, mais aussi d'un emplacement de titre, scimitar donc, d'un emplacement de relais tactique, tout ça est très bien, plus classiquement d'un emplacement de modification, enfin de manière plus anecdotique d'un slot de canon et d'un autre de torpille. Des améliorations qui ne me paraissent pas forcément très pertinentes sur ce châssis à vue de nez, mais il y aurait peut-être de quoi argumenter en faveur, mettons, d'un canon laser lourd sur Maul, notamment. Le Count Dooku et Dark Maul étant tous deux des utilisateurs de la Force, disposent en outre d'un emplacement de pouvoir de la Force. Ce qui a ses conséquences que j'avais déjà envisagées en chroniquant Serviteur de la Lutte et le chasseur droïde de classe Vulture. Parce que nous avons un générique, un droïde et 2 utilisateurs de la Force, aucun de ces pilotes ne dispose d'un emplacement de talent, du coup. Haha. Ce qui est pas forcément inattendu, mais pourrait avoir des conséquences non négligeables dans la composition de liste, comme dans l'expérience de jeu. L'examen du vaisseau que l'infiltrateur cite implique de traiter de l'amélioration qui lui est réservée, et qui est donc le titre Scimitar, lequel ne coûte à ce jour que 4 points d'escadron, ce qui est franchement donné. Comme dit plus haut, ce titre déjà confère à l'infiltrateur qui en bénéficie 2 nouvelles actions, une de brouillage qui est blanche et une d'occultation qui est rouge, ce qui est vraiment bon. 4 points d'escadron pour ça, franchement. Mais ça n'est pas fini car le titre renforce d'une certaine manière ces 2 nouvelles actions. Un effet sympathique, si relativement mineur, permet de commencer la partie en étant occulté, ce qui évite d'avoir à se taper une action rouge au premier tour. Mais surtout, le titre stipule qu'après s'être désocculté, le scimitar peut choisir un vaisseau ennemi dans son bullseye sans condition de portée. Dès lors, ce vaisseau reçoit un marqueur de brouillage. Comme on le verra bientôt, ce jeu parallèle sur l'occultation et le brouillage fonctionne au mieux avec le Count Dooku, qui en théorie est capable de faire des choses assez dingues avec tout ça. La capacité de brouillage offerte par cette carte par ailleurs fonctionne aussi très bien avec les droïdes sondes DRK-1 et j'y reviendrai en temps utile. Chouette vaisseau, non ? Envisageons maintenant les 4 pilotes de l'infiltrateur site. Un générique, un droïde et 2 utilisateurs de la force, lesquels dominent clairement la plateforme. Leur coût s'échelonne entre 53 et 65 points d'escadron, pour des valeurs d'initiative allant de 2 à 5. Le moins cher est le seul générique, et il s'agit du Messager Noir, 53 points d'escadron, à initiative 2. On peut se poser la question de la pertinence d'un pilote générique sur ce châssis, surtout quand les pilotes nommés bénéficient de capacités spéciales qui changent radicalement la donne. Toutefois, le bas coût de ce vaisseau de manière générale laisse entrevoir la possibilité de liste à 2 voire 3 infiltrateurs, et si cette dernière option me laisse un peu sceptique, l'idée d'un duo de ces vaisseaux paraît potentiellement intéressante. Cela dit, il y a probablement moyen de caser tant qu'à faire 2 des pilotes nommés plutôt que ce générique. Je lui vois peut-être une autre utilité, cela dit, pas le moins du monde incompatible avec l'idée d'une liste à 2 voire 3 infiltrateurs. Loin de là. Le Messager Noir est probablement à l'heure actuelle, avec O66, l'option la plus appropriée pour embarquer l'équipage Count Dooku, que je trouve autrement problématique. Cela dit, j'ai croisé ça et là des fans qui ont pu voir un truc qui m'échappe. Mais nous y reviendrons en traitant spécifiquement de cet équipage. De même d'ailleurs pour ce qui est d'embarquer le chancelier Palpatine, Dark Sidious. Premier pilote nommé, nous avons ensuite le droïde et intendant du scimitar O66, 55 points d'escadron à initiative 3. Un personnage assez récent dans le lore de Star Wars puisqu'il est apparu dans la mini-série Marvel Lando le casse du siècle, et j'avais donc eu l'occasion de vous en parler dans ma vidéo autour de Lando. O66 étant un droïde, il dispose de l'action de calcul au lieu de l'action de concentration. Comme j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire dans cet article ou dans celui consacré aux 2 autres extensions séparatistes initiales, par exemple en mettant en avant le pilote automatique Fezanotro sur le chasseur Belbalab 22, cela peut en fait constituer un atout aux côtés d'une nuée de Vultures. Ceux-ci pourront en effet piocher dans les marqueurs de l'infiltrateur si le contraire n'est pas possible.
Mais en tant que pilote nommé, O66 dispose aussi d'une capacité spéciale liée. Après avoir défendu, il peut dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action. Son initiative basse semble suggérer qu'il sera à peu près toujours en mesure de bénéficier immédiatement de cette action quand vient son tour de s'engager, à ne pas négliger donc. Enfin, comme le messager noir avant lui, O66 pour la même raison, soit l'absence de réserve de marqueur de force, pourrait être un choix pertinent pour embarquer l'équipage contre Dooku. Mais encore une fois, je préfère garder ça pour plus tard. On passe vraiment aux choses sérieuses avec le pilote suivant, le premier de nos deux utilisateurs de la force, et à vue de nez mon préféré, le comte Dooku, 61 points d'escadron. La force implique ce genre de saut dans les coups. Et il a une initiative de 3, ce qui est plutôt un avantage pour lui aussi, comme on le verra, et une réserve de 3 marqueurs de force. Darkounet n'est désormais plus le seul dans ce cas avec le lancement de la vague 3. Or, Dooku a une capacité spéciale vraiment classe. D'une part, après avoir défendu, et voyez ce que je disais plus haut concernant O66, si l'attaquant est dans son arc de tir, Dooku peut dépenser un marqueur de force pour retirer un de ses marqueurs bleus ou rouges. D'autre part, après avoir effectué une attaque qui touche, il peut dépenser un autre marqueur de force pour faire une action. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est à quel point cette double capacité spéciale interagit remarquablement avec le titre Scimitar. Car, comme dit plus haut, si un des pilotes de l'infiltrateur Sith doit en bénéficier, c'est assurément Dooku. Parce que cela lui permet de faire des choses totalement folles. Scénario le plus optimiste, mais qui a un certain nombre de chances de se réaliser si on pilote bien, Dooku est occulté, il a donc une défense de 3. Il se fait attaquer avant de s'engager lui-même, ce qui est probable du fait de son initiative de 3. Qu'il soit touché ou pas, mais s'il est touché, il peut recourir à haine, j'y reviendrai. Il peut dépenser un marqueur de force pour faire dégager un jeton bleu, en l'espèce son marqueur d'occultation. Il n'est donc plus occulté, ce qui signifie qu'il ne subit plus l'effet d'un marqueur de désarmement. Je ne suis pas tout à fait certain que cet effet constitue bel et bien une des occultations au sens de Scimitar, j'en doute un peu en fait. Mais si c'est bien le cas, alors si l'adversaire est dans son bullseye, la phase éventuellement délicate de cette mécanique complexe, il lui inflige un marqueur de brouillage, quelle que soit la portée, ce qui a un certain nombre de chances d'affaiblir la proie en défense, en lui ôtant un marqueur de concentration ou d'évasion à vue de nez. Et si ça n'est pas le cas, ma foi, ça n'est pas bien grave. Un point à éclaircir éventuellement. En tout cas, c'est alors à Dooku d'attaquer, et s'il touche, eh bien, il peut prendre un stress pour s'occulter à nouveau. Le jeu de Dooku avec l'occultation, disons-le, c'est un peu le fantasme moite de quiconque a pas mal joué le Type-H fantôme, comme votre serviteur. Bénéficier dans le même tour de la protection supplémentaire offerte par l'occultation et d'une option de tir bien vilaine, éventuellement renforcée par un brouillage aussitôt efficace donc, mais je n'en suis pas totalement certain. Bien sûr, ce qui a été décrit à l'instant correspond à des circonstances idéales. Il n'est pas dit qu'elles se réalisent ne serait-ce qu'une seule fois dans la partie, mais je tends à croire qu'avec un peu d'application, l'opportunité pourrait se présenter au moins une ou deux fois et le jeu en vaut sacrément la chandelle. Et même si ces circonstances ne sont pas parfaitement réunies, la capacité spéciale de Dooku peut de toute façon lui permettre de faire des choses cool, comme évacuer un marqueur de stress, un marqueur ionique ou un marqueur de contrainte, et faire de toute façon une ultime action après avoir touché quelle qu'elle soit. Par contre, le jeu complète cette mécanique réclame la dépense de 2 marqueurs de force par tour dans l'idéal, un au moins serait indispensable. Dooku a une réserve de 3, éventuellement accrue de 1 par un certain équipage, mais il fait face au problème habituel, il ne régénérera qu'un seul marqueur par tour. C'est une excellente raison d'équiper Dooku, comme Maul d'ailleurs, du pouvoir de la force et du côté obscur qu'est N, auparavant disponible seulement dans le kit de conversion du premier ordre, mais cette extension en comprend 2 exemplaires. Tu m'étonnes, John. J'aime beaucoup le compte Dooku sur le papier, je le préfère à Maul. Maintenant, reste à tester tout ça pour voir comment cela fonctionne. Oh, et tant qu'on y est, l'excellent site Yoda Blog a publié un de ces gags extraordinaires parfaitement appropriés. Il fallait que je le mette dans cette chronique. Reste un dernier pilote, le plus onéreux, Dark Maul, 65 points d'escadron, qui, avec son initiative de 5, est à l'heure actuelle le pilote bénéficiant de la valeur d'initiative la plus haute dans toute la faction des séparatistes, ce qui pourrait constituer un atout non négligeable. Comme Dooku, Maul dispose par ailleurs d'une réserve de 3 marqueurs de force. Or, Maul pilote séparatiste se montre bien plus convaincant que Maul équipage racaille, et plus si affinité, mais franchement non, du fait d'une très chouette capacité spéciale. Après avoir effectué une attaque, sans autre précision, ça peut être une attaque d'arme principale, une attaque de torpille, une attaque de canon, il peut dépenser 2 marqueurs de force pour effectuer une attaque principale, cette fois bonus, contre une cible différente. Mais s'il a raté sa première attaque, il peut en fait utiliser la seconde contre la même cible. C'est de toute évidence une capacité très puissante, même si elle a quelque chose de circonstanciel.
Si votre première attaque touche et qu'il n'y a pas d'autre cible à portée, vous ne pourrez pas effectuer d'attaque bonus. Ceci dit, un bon pilotage devrait assurer à Maul quelques opportunités sympathiques à cet égard. Comme Dooku, mais de manière en fait plus marquée, car Maul doit dépenser 2 marqueurs de force pour bénéficier de sa capacité spéciale, là où Dooku pourrait choisir de n'en dépenser qu'un seul. Maul a besoin d'une bonne réserve de marqueurs de force. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Maul a donc tout intérêt à s'équiper lui aussi de haine. Je préfère un peu Dooku parce qu'il me paraît un peu plus souple dans son fonctionnement, et son jeu avec l'occultation m'éclate, disons-le franchement. Mais Maul, s'il coûte plus cher, pourrait effectivement se montrer redoutable. Personne n'a envie de se prendre 2 attaques d'un machin pareil par tour, et cette valeur d'initiative exceptionnelle de 5 est bien sûr également à prendre en compte. L'extension Infiltrateur Sith comprend bien sûr diverses améliorations, dont certaines spécifiques aux séparatistes. Le titre Scimitar a déjà été envisagé, mais il faut y ajouter sans surprise 2+1 équipages spécifiques, ainsi que 2 améliorations renvoyant à ces nouvelles mécaniques de jeu introduites par la vague 3, que sont d'une part les engins distants et d'autre part les relais tactiques. Commençons par l'engin distant, très différent des missiles Discord figurant dans l'extension chasseur droïde de classe Vulture. Il s'agit cette fois d'une amélioration de type engin nommée droïde sonde DRK-1 au pluriel, 6 points d'escadron. Notons au passage que le futur bombardier de classe Sienna annoncé pour la vague 4 semble devoir être en mesure de s'en équiper lui aussi. Pendant la phase de dénouement, on peut dépenser une charge de cette carte, il y en a 2 non récupérables de quelque manière que ce soit, pour larguer ou lancer un droïde sonde DRK-1, au singulier cette fois, en utilisant un gabarit de vitesse 3, sans autre précision, donc tout droit ou virage sur l'aile ou virage serré. L'engin distant a une valeur d'initiative de 0, une défense de 3 et un point de coque, comme la nuée de droïde Buzz. Mais d'autres points diffèrent. D'une part, si un vaisseau ennemi chevauche le droïde sonde, le joueur ennemi doit jeter un dé d'attaque. Si le résultat obtenu est concentration, le droïde sonde subit un dégât, ce qui le fait dégager du tapis de jeu. Le vaisseau ennemi ne subit aucun dégât. D'autre part, le droïde sonde peut se repositionner. Lors de la phase système, à son initiative de 0, donc a priori avant tout le monde, il peut se déplacer en utilisant un gabarit tout droit 2 ou virage sur l'aile 2. Le droïde sonde a une forme pentagonale et des glissières sur chacun de ses 5 côtés pour assurer ce mouvement. La carte de l'engin distant stipule que quand un vaisseau allié, donc pas forcément celui qui l'a lancé, veut verrouiller un objet ou effectuer un brouillage, alors il peut mesurer la distance non seulement depuis lui-même, mais aussi depuis un droïde sonde. Je doute que l'infiltrateur Sith en bénéficie vraiment pour ce qui est des acquisitions de cibles, même s'il peut s'équiper de torpilles, mais le cas du Iéna sera peut-être différent. En revanche, pour ce qui est du brouillage, ce qui implique de disposer du titre Scimitar, c'est plus probable, parce que c'est un sacré moyen de contourner la portée très faible, 0 à 1, du brouillage en V2, comme le montre, je suppose, l'exemple que j'ai photographié. Cette mécanique est très amusante, mais plus encore qu'en ce qui concerne les missiles Discord, rien ne garantit pour l'heure que ça se montrera véritablement efficace. À vrai dire, je n'en suis pas persuadé, et le coup de 6 points d'escadron me glace un peu, même si pour ce coup, nous pouvons certes larguer 2 droïdes sonde DRK-1, là où l'amélioration missile Discord ne permet de balancer qu'une seule nuée de droïdes Buzz. Mais il faudra essayer ça, ne serait-ce que parce que c'est fun. Cette extension introduit également un nouveau relais tactique, parallèlement à Kraken et TV94, figurant tous deux dans l'extension Serviteur de la lutte. Et comme eux, il est nécessairement solitaire. Son petit nom, K2B4, 5 points d'escadron, ce qui est mignon, vous en conviendrez. Mais sa capacité me laissait initialement assez perplexe. À la réflexion, pourtant, oui, il y a éventuellement quelque chose à en tirer, je suppose. Ah donc, tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 défend, il peut dépenser un marqueur de calcul. Dans ce cas, il ajoute un résultat évasion, sauf si l'attaquant choisit plutôt de subir un marqueur de contrainte. Le truc, quand j'ai lu cette carte pour la première fois, c'est que je voyais assez mal dans quelles circonstances un vaisseau ennemi pourrait préférer donner littéralement une esquive à son adversaire, plutôt que de subir un marqueur de contrainte. C'est que j'avais une vue bien courte. Décidément, quand on traite des séparatistes, il faut presque systématiquement penser une nuée de vultures. En effet, se met alors en place une mécanique, disons, de chantage. Et j'aurais dû comprendre ça bien plus tôt, moi qui ai joué un certain nombre de fois l'amiral Sloane dans Délices de l'Empire Galactique. Ça donne à peu près ça. Ok, tu tires sur mon vaisseau calculateur. Alors du coup, quoi? Tu me donnes littéralement un résultat évasion qui a de bonnes chances de faire foirer ton attaque? Ou bien tu subis un marqueur de contrainte? Parce que tu te rends compte là que j'ai 2, 3, 4, 5, 6 vultures qui vont te taper dessus d'ici à la fin de ce tour. Ils apprécieraient beaucoup de te voir diminuer ta défense de 1. Et donc oui, il y a moyen de, carrément. Maintenant, ce chantage est sans doute un peu grossier,
Il peut produire son effet, mais l'adversaire ne manquera probablement pas d'options pour le contourner. Enfin, faut voir, faut que j'y réfléchisse. À vue de nez, Kraken ou TV94 me paraissent plus intéressants. Rappelons que tous ces relais tactiques sont solitaires, en prendre un implique de ne pas prendre les autres, et c'est une décision importante dans la conception de listes séparatistes. Ben oui, il faut que j'y réfléchisse. Oh, sauf erreur, cette carte est la seule de toute cette extension pouvant déboucher sur l'attribution des tout nouveaux marqueurs de contrainte, et il y en a 3 dans la boîte. Nous passons ensuite à des améliorations plus traditionnelles avec les équipages spécifiques à la faction des séparatistes. Il y en a 2 ou 3, bon, disons 2 pour l'heure. Et le premier me laisse un peu sceptique, voire un peu plus que ça. J'ai vu ça et là sur le web des fans de cette carte et je ne comprends pas bien pourquoi. Doit y avoir un truc qui m'échappe. Aussi, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Ah donc, nous parlons du comte Doku, 9 points d'escadron, cette fois en tant qu'équipage. Premier effet qui ne mange pas de pain, il confère au vaisseau qui l'embarque, forcément un infiltrateur site à ce stade, un marqueur de force récurrent. C'est ensuite que les choses se compliquent. Avant qu'un vaisseau à portée 0 à 2 ne lance des dés d'attaque ou de défense, si toutes les charges de force du vaisseau embarquant Doku sont actives, et c'est là mon problème, alors on peut dépenser un marqueur de force et nommer un résultat. Après quoi, si le lancer ne contient pas le résultat nommé, on doit changer un dé pour qu'il affiche ce résultat. Clairement, c'est un moyen d'assurer un critique en attaque ou une évasion en défense, quand on interagit avec un vaisseau allié, mais Doku peut aussi semer la zone dans les jets d'un adversaire. C'est une capacité qui rappelle pour partie celle de l'empereur Palpatine vers la fin de la V1. Il y a ce même côté pari truqué, qui peut aussi évoquer le C3PO de l'Alliance Rebelle en V2 d'une certaine manière, mais avec une condition de portée forcément restrictive, là où Palp pouvait bidouiller des jets de dés à l'autre bout du tapis de jeu. Mon souci, c'est cette condition supplémentaire, si toutes vos charges de force sont actives. Dès lors, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'embarquer le camp de Doku dans l'infiltrateur site de Dark Maul, en dehors bien sûr du fait que cela fait passer sa réserve de force à 4, ce qui est exceptionnel. Maul, qui doit dépenser 2 marqueurs de force pour effectuer son attaque bonus, ne disposera qu'assez rarement à vue de nez d'une réserve pleine à 4 marqueurs. Même avec N, ai-je l'impression. Dès lors, Dooku ne pourra pas faire grand-chose pour lui, non? Et pourtant, j'ai déjà vu passer plusieurs listes séparatistes dans lesquelles Maul embarquait l'équipage Dooku, et avec enthousiasme. Comme je vois les choses, une option plus cohérente serait d'embarquer cet équipage sur un infiltrateur ne disposant pas à la base de marqueurs de force, c'est-à-dire soit au 66, qui aurait probablement ma préférence, soit un messager noir. Les garanties que toutes les charges soient actives seraient autrement plus élevées, puisqu'il n'y en aurait qu'une seule revenant automatiquement à chaque tour, et Dooku pourrait faire son palp fin de V1 plus régulièrement, mais seulement à portée 0,2, ce qui est tout de même là aussi une condition très restrictive. Bref, je ne comprends pas, d'autant que je trouve ça peut-être un peu cher, même avec le gain jamais négligeable d'un marqueur de force. Il y a sans doute un truc qui m'échappe ici, et je veux bien que vous me montriez la lumière, du côté obscur bien sûr. Le second équipage spécifiquement séparatiste m'enthousiasme bien davantage. Il s'agit de ce bon vieux général Grievous, 3 points d'escadron, qui est aussi un pilote de Belbelab, attention donc. Tant que le vaisseau embarquant Grievous défend, après l'étape neutraliser les résultats, s'il y a au moins 2 résultats dégâts ou critiques, alors Grievous peut dépenser une charge, il n'y en a qu'une, non récurrente, pour annuler un résultat dégâts ou critique. Décidément, avec le blindage à l'impervium, c'est un truc caractéristique, faut croire. Ce qui est très bien et a de bonnes chances de se produire. Mais il n'y a donc qu'une charge non récurrente. Et ça n'est pas un problème car elle a ses propres moyens de revenir. En effet, après qu'un vaisseau allié a été détruit, sans condition de portée, Grievous récupère une charge, et disons-le, avec une nuée de vultures sur le tapis de jeu, ça risque de se produire très régulièrement. C'est un très bon équipage, je trouve, le plus intéressant pour les séparatistes en ce qui me concerne, et surtout à ce prix. 3 points d'escadron seulement, c'est donné à ce stade. Reste un dernier équipage inédit à prendre en compte, mais c'est qu'il est très particulier, et notamment il n'est pas spécifique à la seule faction des séparatistes, il est, si j'ose dire, spécifique à 2 factions, qui sont les séparatistes et leur ennemi, la République. Et il s'agit de Palpatine, bien sûr, sous ces 2 avatars partagés sur une même carte duale, à savoir le chancelier Palpatine et Dark Sidious, 14 points d'escadron. Et j'aime vraiment beaucoup ce principe voulant qu'il joue dans les 2 camps, c'est exactement le truc au fond. Cependant, si la double amélioration est la même pour les 2 factions, du côté de la République, cette carte doit figurer dans l'extension Chasseur Arc 170, Casmodée France nous a un principe promis pour jouer environ. Elle ne se montre peut-être pas aussi pertinente dans les 2 factions, je crois. Et pour le coup, étrangement ou pas, je crois que la République est en fait avantagée. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. Ah donc, la carte s'équipe forcément côté chancelier Palpatine lors de la mise en place.
Ce Palp première mode confère un marqueur de force récurrent, chut, faut pas le dire, ainsi qu'une action de coordination violette envisagée plus haut. En outre, après avoir défendu, si l'attaquant est à portée 0 à 2, il peut dépenser un marqueur de force. Dans ce cas, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Enfin, pendant chaque phase de dénouement, on peut retourner la carte. Et Palp se révèle alors en tant que Dark Sidious. A noter, on ne peut plus ensuite retourner cette carte. Une fois que le chancelier s'est révélé en tant que Sith, il le restera jusqu'à la fin de la partie. Cette transformation ne change rien pour ce qui est du marqueur de force conféré par l'équipage, bien sûr, mais aussi concernant la coordination violette. Cependant, cette dernière a alors des implications différentes. En effet, après avoir effectué une coordination violette, le vaisseau coordonné gagne un marqueur de stress, ce qui n'est pas très cool, mais il gagne aussi un marqueur de concentration, ce qui est très cool, ou peut choisir de recharger un marqueur de force, ce qui est potentiellement super cool. À vrai dire, tout spécialement, et c'est là le paradoxe de cette carte, pour les éventuellement nombreux Jedi de la République à bord de leurs chasseurs qui ne peuvent pas s'équiper de haine, contrairement aux vilains Sith séparatistes. Or, à l'heure actuelle, si l'on veut bénéficier de l'effet de Palp Sidious concernant la force dans la faction des séparatistes, il n'y a pas 36 000 options, il faut aligner 2 voire 3 infiltrateurs Sith, à la base bien sûr Palp dans tel ou tel vaisseau, et autrement Dooku ou Maul ou un autre embarquant Dooku en tant qu'équipage, ce qui est probablement plus coûteux et stratégiquement moins efficace que d'aligner plusieurs Ether Sprites Delta 7. Et c'est pourquoi je ne suis pas bien certain que l'effet de Sidious soit très pertinent côté séparatiste. Enfin, choper un marqueur de concentration contre un stress est déjà une possibilité intéressante, je ne le nie pas. Rien n'impose après tout d'aligner plusieurs utilisateurs de la force. Mais la République de son côté a toutes les raisons de faire mumuse avec. Palp Sidious semble bien fonctionner avec Anakin Skywalker notamment, et forcément, mais les autres Jedi capés peuvent aussi en profiter, et même les Jedi génériques. Du coup, et ça sonne un peu bizarre quand même, je tends à croire que Dark Sidious est davantage pertinent pour la République en définitive. Mais tout ceci appelle à des expérimentations. Cet équipage est très onéreux s'il ne prend qu'un seul emplacement d'équipage, contrairement au vieux Palp Empereur qui s'étale, genre manspreading. Mais je suppose qu'il pourrait néanmoins se montrer utile dans des listes séparatistes. Il faut que j'y réfléchisse. Reste à envisager quelques améliorations génériques figurant dans cette extension, une surtout qui est inédite, mais qui figure également dans les extensions de la République sorties en même temps. Il s'agit d'un nouveau pouvoir de la force du nom d'As de la manœuvre, 2 points d'escadron. Tant que l'on défend, si l'on n'est pas dans le bullseye de l'attaquant, alors on peut dépenser un marqueur de force pour changer 2 résultats concentration en résultat évasion. Ce qui revient à multiplier par 2 l'effet normal d'une dépense de force en défense, quoi. Cette carte figure en 2 exemplaires dans cette extension, mais pour la rendre disponible à davantage de monde que si elle ne figurait que dans Gardien de la République ou Ether Sprite Delta 7. Il s'agissait de ne pas reproduire l'erreur commise avec haine et tir prophétique, ne se trouvant et en un seul exemplaire que dans le kit de conversion du premier ordre. Parce que, disons-le, ce pouvoir, s'il pourra se montrer utile à des Jedi, n'a a priori pas grand intérêt pour un infiltrateur Sith ne disposant que d'un seul des verts. Haine est un choix bien plus cohérent pour Dooku comme pour Maul, et on a vu pourquoi. Mais c'est une bonne chose indéniablement que ce nouveau pouvoir de la force se trouve dans cette extension de manière générale. D'ailleurs, j'en parlais à l'instant, on trouve aussi dans l'infiltrateur Sith 2 exemplaires de haine et 2 exemplaires de tir prophétique, ce qui est une très bonne chose. Et pour le coup, si je ne crois pas vraiment en y revenant à la pertinence de tir prophétique, haine est donc un choix tellement sensé pour Dooku et Maul qu'il s'agit presque d'une décision automatique. Enfin, cette extension comprend également 8 autres cartes d'amélioration générique, en un seul exemplaire à chaque fois. Pour ce qui est des canons, nous avons un canon ionique, un canon laser lourd et un rayon tracteur. Je ne suis pas forcément très convaincu de la pertinence d'équiper un infiltrateur avec une de ces cartes. Maul éventuellement pourrait y trouver un intérêt, je suppose, sa capacité l'autorisant à faire une première attaque qui n'est pas nécessairement principale. Même avis en ce qui concerne les torpilles. Nous avons un exemplaire de torpille à proton avancé et un autre de torpille ionique. Ouais. Et nous avons aussi 3 équipages génériques, un apprenti technicien, dont je ne suis vraiment pas fan de manière générale, un copilote perspicace, alors ça par contre oui, et un navigateur chevronné, admettons. Bon, vous connaissez ces cartes, inutile donc d'en dire plus. Bilan plus que positif donc pour cette extension, et ceci même si exceptionnellement la peinture de la figurine m'a déçu. L'infiltrateur Sith est un gros socle séduisant, et qu'importe à cet égard si les gros socles sont souvent dit peu performants en V2. Il a de bonnes caractéristiques et un excellent cadran de manœuvre, les coûts sont par ailleurs très raisonnables. Dooku et Maul au moins sont d'excellents pilotes, chacun dans sa partie, et la boîte comprend en outre diverses options de jeu innovantes et attrayantes, dont le titre Scimitar et l'équipage général Grievous.
Je ne suis pas certain que les droïdes sondes DRK-1 se montrent très efficaces, et tant à croire que Palpsidius bénéficiera davantage à la République, mais il faudra expérimenter sur tout ça, sur K2B4 aussi j'imagine. Mon point d'interrogation à ce stade, c'est Dooku en tant qu'équipage, mais ça se testera, ça aussi. Et un autre atout non négligeable de cette extension est de varier un peu les plaisirs côté séparatiste. Il n'y a pas que les nuées de Vultures dans la vie, même si elles seront probablement là, à côté. J'ai hâte de tester ça, oui, alors restez tunés, comme on dit.